retour des V8 en Formule 1 se précise et pour une fois, la FIA n'a pas dit que de la merde. Quelle surprise, putain. Les mecs ont peut-être vu la FIFA et se sont dit attends, si on joue ça bien, on peut passer pour des gens compétents. Mohamed Ben Sulayem, l'actuel suprême au président à vie, peut-être, on sait pas si il arrive à imposer sa vision à lui, truc que j'aurais dû faire avant, c'est ma faute, j'avais qu'à sortir cette série vidéo plus tôt. A lui sorti une proposition très intéressante dont je brûle d'envie de parler. C'est pour ça qu'il y a un Garage Talks impromptu cette semaine. T'as à faire une vidéo plus courte, mais à chaque fois que je dis ça, elles font quand même 20 minutes. Donc, comme d'hab, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire avec Oli Energy, code Clippy pour 10% de réduction, et moi j'ai 10% de commission. C'est vraiment ce qui me permet de financer à côté les plus grosses vidéos documentaires, comme celle sur la R18, qui fait déjà 20 minutes et j'ai pas fini de parler. Enfin, là, on est au Mans 2011. Clippy du montage, mets-leur 5 secondes de l'introduction, s'il te plaît. Le sport, c'est avant tout des histoires. C'est bien beau de courir après. Voilà, comme ça, vous voyez que c'est pas du vaporwave et que ça existe. Sinon, il y a le super thanks, ce qui permet de me super remercier. Ça aide au référencement de la vidéo, en plus de me filer un pourboire. Pourboire que je sortirai sûrement en liquide pour le mettre dans le décolleté d'une stripteaseuse. Du coup, ça fait un super frais de société. Merci. Je déconne. T'es fou, genre une femme, ça fait peur. Moi, je touche pas. Hein, Si tu veux ni gourde ni poudre, ce qui se comprend, que t'as pas envie de contribuer financièrement, ça se comprend aussi. Il y a le boost sur téléphone qui aide énormément. Et à l'inverse de ce que pense Mathieu, c'est pas nul de soutenir un créateur de contenu comme moi. Hein. Surtout, frérot, quand t'as une playlist qui s'appelle comme ça, je pense que tu ferais mieux de faire profil bas. Comme je vous le dis si souvent, les temps sont durs. Mettez-vous à l'abri avant de me mettre à l'abri. Je suis Clippy da Clip. Bienvenue dans Garage Talks. Oui, parce que dans la dernière, il y a des gens qui m'ont dit il est où chapeau? Bah voilà, il est là. Bon, on va commencer rapido en démystifiant un truc, parce qu'il y en a parmi vous qui ont colporté une fausse information, et c'est comme ça que j'en ai entendu parler en premier, donc il faut... Inspire, expire. Ben Sulayem ne propose pas de remplacer tous les manufacturiers par un manufacturier unique. C'est absolument pas ce qu'il a dit, mais j'ai vu des titres clickbait qui laissent à penser que c'est ce qu'il a dit. Donc rendez-vous service, lisez les articles. Même si j'avoue que l'idée est insane et que j'aurais trop voulu développer aussi une vidéo sur l'idée d'un moteur unique. Pourquoi ça se ferait pas jusqu'à pourquoi ce serait banger, mais en même temps que c'est faire les choses à l'envers. Moi j'aurais pensé à une aéro unique, à des moteurs différents, mais c'est pas pour de vrai, de toute façon on s'en fout. Donc c'est pas tant pour faire une passe D à Cosworth ou Gibson et genre avoir un moteur pour les dominer tous. La FIA pense pour 2030-31, pour le retour des V8 du coup, en plus de peu importe qui est déjà motoriste, introduire un motoriste indépendant, qui n'a pas de présence sur la grille. Et ça c'est pour réduire l'influence des manufacturiers. Ça fait 2 ans que je le dis, mais la Formule 1 a donné beaucoup trop de pouvoir aux grosses équipes, aux usines, aux marques en fait. Les 2 derniers règlements moteurs ont été arrangés pour les manufacturiers. Mercedes a eu une immense influence sur le règlement 2014, formule moteur qui a duré jusqu'en 2025, donc pas mal quand même, bien la longévité, et le règlement moteur qu'on a actuellement, qui fait couler autant d'encre et de pixels sur les écrans. Si je me pixelise comme ça, après faut mettre une passoire pour voir. Ce règlement, il a été drafté pour attirer le groupe Volkswagen, à la fois Porsche et aussi Audi. Bon, Porsche, ils ont pas pu parce qu'ils avaient la flemme de tout concevoir et Red Bull voulait pas vendre. Mais au final, ça a aussi ramené Honda qui menaçait de partir. Et là, maintenant, ça intéresse BYD, ça intéresse Genesis, ça a ramené le nom Ford, même si c'est... C'est surtout marketing, on est d'accord. L'intérêt dans tout ça, c'est d'appâter le chaland, le nouveau venu. C'est de faire venir William, qui n'est pas fan de Formule 1, mais qui adore Audi sous toutes ses formes. C'est faire venir Audrey, qui a vu une Porsche Cayman une fois dans sa vie, et s'est dit, putain, je vais en faire un trait de personnalité. Ça dure un certain temps, puis après, vous en faites pas, ça reste pas toute une vie. Moi, mon seul trait de personnalité au collège, c'était ça. Alors, me parlez pas d'une Viper récente, c'est celle-là. C'est ultra fonctionnel comme méthode. Vous voulez voir un parallèle qui marche? C'est tous les gros youtubeurs qui collabent avec d'autres gros youtubeurs. C'est tous ces concepts dont je vois, il y en a plein qui commencent à en avoir plein le cul, où on invite 50 000 youtubeurs tout aussi connus pour faire un concept. Genre, ça peut être Théo Baba qui fait des blagues, et quoique en vrai, cette vidéo, moi, je me tape le cul par terre, j'avais jamais vu Feldu comme ça. Mais c'est très très bénéfique parce que ça ramène un overlap de fans qui, genre, peuvent être fans des deux ou fans que de l'un, mais qui veulent le voir dans un autre truc. Ça amène plus d'yeux sur le contenu, les sponsors, et ça contribue à la popularité de tout le monde. Que ce soit Théo Baba qui fait des blagues avec Feldup et Joyka, ou Stefano qui ramène la Formule 1 à Pétaouchnok pour le futur GP Razer Oli
Italie Énergie, Clipidaclip, entreprise d'Islande. Le problème, c'est que pour la Formule 1, hein, si vous me permettez la métaphore filée / blague circassienne, si on a majoritairement des manufacturiers dans le grand cirque, on aura des bouffons à notre gauche et des clowns à notre droite. Et au milieu, peut-être 2 privés qui sauront plus vraiment ce qu'ils foutent ici. Si on s'entoure trop de manufacturiers, on risque le manufactureur walkout massif. Ou comme on dit en français, oula, c'est cher le sport, hein, je me casse des manufacturiers. En un seul mot, c'est compliqué. Pensez Honda et Toyota en 2008-2009 qui, après la crise financière, ont justement dit « Ouais, ça vaut pas le coup ». Un manufacturer's walkout. Genre vraiment que les équipes usines qui se barrent, réduisent de ouf leur programme. Si c'était arrivé en, je sais pas, disons 97, parce que c'est encore moi qui ai écrit le script, on aurait perdu Ferrari. Voilà. Williams était motorisé par Renault, au même titre que Benetton, qui du coup n'était pas en Formule 1, donc ils étaient purement motoristes. McLaren était client Mercedes, qui pareil était purement motoriste. Jordan était motorisé par Peugeot, purement justement là en tant que motoriste. Prost par Mugen Honda. Sauber techniquement client Fefe, mais badgé Petronas. Arrows client Yamaha, on a fait une vidéo là-dessus, elle est un peu vieille, mais je pense qu'elle doit pas être si mal que ça. Stewart client Cosworth, mais avec des liens privilégiés avec Ford, du coup ils avaient le ZTEC V10. Là où Tyrrell, avec la magnifique 025, et Minardi avec Katayama, et vous savez maintenant pourquoi mon casque GT7 ressemble à ça. Et nous sur Twitch, on fait vroom vroom, mais des fois on fait le football aussi. Ouais, Radio Barefoot ici ou quoi. Bref, eux aussi étaient motorisés par Cosworth, mais avec le V8, parce qu'ils avaient pas les moyens. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais Minardi avait un moteur Hart, pas Cosworth. C'était un V8 aussi, nonobstant, mais c'était un V8 Hart. Il y avait 2 championnats, il y avait le championnat V10 et le championnat V8, emporté haut la main par Tyrrell. Il y avait un constructeur usine sur la grille, il y avait un manufacturier qui faisait à la fois des moteurs et des voitures, et du coup les seuls emmerdés dans ce scénario-là, s'il y avait un manufacturer's walkout, ça aurait été Sauber parce qu'ils avaient des moteurs Ferrari, en admettant que Ferrari se barre complètement avec ses moteurs. C'est ce qui n'avait pas arrivé parce que c'est Ferrari. Par contre, si cette année c'est le théâtre d'un walkout, on perd Mercedes, Ferrari et Audi pour sûr. Red Bull sont aussi manufacturiers moteurs et châssis, mais ils n'ont pas de présence sur la route, ce qui fait que pour eux, genre, c'est beaucoup plus simple de justifier des coûts dans un sport comme la Formule 1, parce qu'ils n'ont pas à financer des programmes hors de prix pour foutre des Honda City, en ville, quoi. S'en battre les couilles de ça. Pas de raison de quitter le sport. Les coûts ont jamais été aussi élevés, si bien que, imagine demain, As, qui est une des rares écuries encore privées, mais qui avait des gros liens avec Ferrari, se fasse racheter par Toyota, que BYD finisse par acheter Alpine parce qu'en fait, la rumeur a été fondée, lol. Oh, et si on a, je sais pas moi, Genesis qui débarque avec une dernière 12e équipe, le manufacturer's walkout, il va faire extrêmement mal. Et c'est dans cet esprit que la FIA a décidé de faire ce que je leur ai dit de faire il y a littéralement 2 ans, c'est-à-dire de faciliter la tâche aux équipes privées. Parce que, à l'inverse de 97, aujourd'hui, avec les coûts qu'on a, si un manufacturier se barre, il se barre avec ses moteurs aussi, hein, c'est certain. Il va pas faire comme c'était Renault qui avait genre toute une blinde de sous-marques pour vendre le même RS7, mais sous 50 000 noms différents, hein. Mecha Chrome, Supertech et Playlife qui sont d'ailleurs 2 business abriators qui tenaient Benetton. Il y avait des moteurs Renault avant. Quel businessman. C'est là que les constructeurs ont énormément de pouvoir, que ce soit sur la FIA, en prétextant que si le corps décisionnaire ne plie pas, il se casse, mais aussi avec les équipes. La FIA estime que la dépendance, les liens entre clients et manufacturiers peuvent un peu trop faire penser la balance. Pensez typiquement à ces Ferrari qui, jusqu'à il n'y a pas si longtemps encore, si Ferrari prend une décision, se tient d'un côté de la table, As se tient avec eux. Mais si, au contraire, il y avait un manufacturier indépendant, qui n'a pas de skin in the game, de peau dans le jeu, ça marche pas très bien en français, comme Cosworth ou Gibson, soudainement, ça donne à l'équipe le droit de ne pas dépendre d'un constructeur, et si un jour ça doit monter pour faire valoir ses droits, taper du poing sur la table, ça va pas avoir peur de papa Ferrari ou maman Mercedes qui risque de moins fournir les updates à temps. Hein. On va te casser les couilles si on veut, tu vois. L'objectif principal est, ceci étant dit, surtout économique. La FIA estime que développer et produire des V8 à carburant de synthèse et durable coûterait 2 fois moins cher que les groupes motopropulseurs hybrides actuels qui c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est de la sorcellerie, les moteurs actuels, on est d'accord. La disparition du turbo, qui est une pièce complexe, mine de rien, du MGUH et d'une énorme partie de l'hybridation réduirait considérablement aussi les coûts de recherche et développement. Donc pour les packages d'upgrade, pareil, c'est moins cher. C'est le poids des voitures aussi, parce qu'il y a moins de pièces. On enlève littéralement 18 tonnes de batterie. Non, j'exagère pas, c'est vraiment 18 tonnes. Regarde la batterie Aston. Ceci dit, on garderait une petite batterie quand même, parce que si vous aviez pas suivi jusque-là, la piste la plus solide, c'est un V8 Atmo avec Kers. Oh, exactement ce qu'on a anticipé il y a
2-3 mois de ça. Je ne peux ni confirmer ni affirmer que je travaille pour la FIA et que je suis là uniquement pour recenser vos avis et les transmettre à Ben Sulayem, qui après les imprime et se torche le cul avec. Mais il y a aussi un truc dont vous avez peut-être entendu parler, c'est le potentiel retour des ravitaillements. Un V8 atmosphérique, ça consomme pas davantage qu'un V6 hybride. On a déjà eu une période en Formule 1 où, avec les V8 Atmo légèrement hybridés, on faisait quand même des courses sans ravitaillement. Quand je parle de légèrement hybridé, on parle du Kerscom Boost, hein, genre basiquement un bouton d'os mais qui se recharge tous les freinages. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les voitures étaient vachement plus légères à cette période-là. En 2011, les voitures pesaient minimum 649 kg avec le pilote. Aujourd'hui, c'est 768. Mais si on enlève le système hybride, Clippy, c'est plus léger. Mais je rétorque, parce que genre j'ai écrit mon script, il y a tellement d'ajouts sécuritaires depuis 2011 que les voitures sont considérablement ralourdies. Alourdies, juste alourdies en fait. Pourquoi ralourdies? T'es censé avoir fait bac L, connard. Le halo, les structures d'impact qui répondent maintenant à de plus grosses exigences, même si j'utilise toujours le même crash test depuis 2005 là, comme illustration de ça. Du coup, pour éviter d'embarquer un énorme réservoir et d'alourdir encore plus ces monoplaces, la FIA étudie sérieusement le retour des ravitaillements. Avec bien sûr des carburants 100% durables. Parce que écologie, tu vois. Et là, on a deux camps. On a ceux qui sont pas d'accord parce qu'ils nous parlent de sécurité et adorent utiliser cette image de Verstappen qui est en feu. Verstappen senior, hein, bien sûr. Des gens qui ont visiblement jamais regardé de WEC, de GT3, d'IndyCar ou de NASCAR où il y a eu des ravitaillements jusqu'à présent. Hein, genre, en fait, ça existe toujours. Ou peut-être qui pensent que ça a été banni dès 95 les ravitaillements, alors que pas du tout. Ça, c'est Eddie Irvine en 95. J'espère que vous remarquez qu'il est en feu et qu'il est encore vivant aussi. Après Irvine, on a encore ravitaillé pendant 13-14 ans. Et il y a eu des incidents, hein, genre dans toutes les catégories, il y a des incidents. On parle quand même de remplir le réservoir d'une bagnole quand elle est encore en train de... le moteur tourne, quoi, avec des surfaces chaudes de partout, et de l'essence qui est quand même genre vachement volatile, quoi. L'indice octane, généralement, est plutôt bien. Il y a toujours des incidents, mais c'est aussi toujours mineur. Et genre, là, le dernier qui me vient en tête, c'est 2009, où au Brésil, t'as Raikkonen qui passe sur une flaque d'essence parce que Felipe se barre avec le tuyau de refueling, quoi. C'était Kovalainen, en fait. La vraie raison pour laquelle on a arrêté le refueling, c'est pas la sécurité, c'est le bif. Max Mosley, l'ancien Supremo de la Formule 1, qui avait un penchant pour les fêtes déguisées, il s'en cachait pas. Non, le contexte, là, c'est 2008-2009, Manufacturers Walkout, on a la crise économique qui est en train de taper tout le monde, Honda se barre, BMW se barre, Toyota se barre, Renault réduit de ouf son budget et va finir par se barrer. Et toutes les équipes qui vont arriver en 2010 vont arriver avec des petits budgets. Et ça, un jour, faudra qu'on parle de cette épidémie d'équipes de front gris qui est arrivée en 2010. Bon, la FIA de Mosley à l'époque cherche à supprimer tout ce qui coûte une blinde sans rendre les voitures plus lentes. Le ravitaillement, ça représente aussi à des coûts énormes. On parle de 2 rigs de ravitaillement qui coûtent excessivement cher parce qu'il en faut... C'est pas du tout un pistolet à la pompe comme à Total Énergie, hein. Ou chez Elf. Putain, vous avez connu les stations Elf. L'aura d'une station Elf ne sera jamais égalée. Je veux rien savoir. Bref, c'est des rigs excessivement chers, spécialisés, et il en faut 2 parce qu'on sait pas si Felipe va encore se barrer avec le tuyau. Il y a le transport par avion autour du monde qui coûte une blinde. Il y a la maintenance, la certification, le personnel spécialisé, les contrôles techniques supplémentaires, les systèmes de sécurité. À eux seuls, les ravitaillements en course, c'est plusieurs centaines de kilos de fret par équipe expédiés à chaque Grand Prix. En supprimant le ravitaillement, la FIA élimine complètement cette portion de logistique qui coûte une blinde. Et je vous rappelle que, justement, hein, c'est sous l'ère hybride, on s'est rendu compte de la flambée des coûts et qu'on a des équipes qui, pour gratter 500 000 balles par an, sont venues avec des demi-pitwalls. RPZ As, avec son tout petit pitwall, disponible chez Smobile l'année prochaine pour Noël. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ça pouvait améliorer le spectacle en piste. Et là, je sais, si vous êtes nostalgique de cette époque-là, vous regardez peut-être encore les highlights ou ce genre de trucs avec des lunettes teintées en rose, mais il va falloir qu'on se dise la vérité, c'était pas mieux. Je rappelle que je suis né en 97, que j'ai commencé à consommer la Formule 1 dès 2000, pas très tôt avec les jeux, mais la Formule 1 à la télé dès 2006, et ma première saison suivie en entier, c'est 2008. Donc j'ai eu quelques années quand même pour me faire les dents au niveau ravitaillement. Il y a aussi un truc génial, c'est que je vis dans année en cours, et que je peux aller avec un VPN sur F1 TV, et me mater tout ce que je veux, et blâmer ça sur ce que vous voulez, mais je passe énormément de temps à foutre des rediffs de course en fond sonore pendant que je fais autre chose. Et contrairement aux souvenirs de beaucoup de gens, les ravitaillements créaient pas plus de stratégie, en fait, ils créaient quelque chose de très similaire à ce qu'on voit avec les pneus
enfin, qu'on a vu avec les pneus à partir du moment où Pirelli a fait des chewing-gums. C'est-à-dire qu'on avait déplacé les dépassements dans les stands. Parce que Schumi est resté bloqué 10 tours derrière une putain de Baronda juste parce qu'elle avait moins d'essence et qui finissait par la doubler une fois qu'elle rentrait au stand, c'était pas forcément le summum du spectaculaire. Je serais le premier à admettre que ça, c'est 1000 fois plus stimulant que ça en termes de visu. D'accord que ce son-là est meilleur que ce son-là. Même si je reste totalement neutre dans ce débat, parce que moi j'ai aucun problème avec le son du V6 Turbo. J'en avais pas à l'époque, j'en ai toujours pas aujourd'hui. Mais ça donnait pas de plus belles courses, on avait beaucoup de processions. Souvenez-vous qu'à la fin des années 2000, le viewership était en baisse constante, et que c'était très rare à l'époque de créer l'exploit sur des courses d'attaque si t'étais pas dans une top team. Oui, parce que ouais, mais Schumacher avec les 4 arrêts, oui, quand t'as la meilleure voiture, ça marche, oui, effectivement. Minardi en 4 arrêts, ils font quand même P24, hein, alors qu'ils étaient 22. Dinguerie. Ross Brawn lui-même expliquera plus tard que les courses se décidaient davantage sur les simulations stratégiques du samedi soir que dans les batailles roue contre roue le dimanche. La FIA voulait que les changements de position se fassent davantage en piste pour des raisons valables que dans les stands. En supprimant le ravitaillement, en plus, les voitures devaient absolument démarrer avec le plein. Et comme tu peux pas genre faire un réservoir de 2500 litres à moins de débarquer avec un putain de camion citerne, ce qui est pas super compétitif, demandez à Alonso ce qu'il en pense. En fait, on a forcé les manufacturiers moteurs et les équipes dans une course à la conso. Une course à la conso qui a porté des fruits qui après sont allés dans l'automobile civile et ça, c'est giga pertinent. Ça permettait de surfer sur la mouvance écolo de l'époque, donc c'était parfait pour tout le monde sur tous les tableaux. Enfin, parfait pour tout le monde sur tous les tableaux, sauf si vous êtes Virgin Racing et que vous débarquez avec un réservoir trop petit. Ça, c'est 2010, c'est une... Réintroduire les ravitaillements en course aujourd'hui, c'est pas une idée qui me plaît. Il y a des points valides, il y a des points vachement moins valides. Et j'ai pas la science infuse. Mais vu que mon avis est majoritairement négatif, je vous ai pas donné vraiment de points positifs parce que j'en vois pas. Généralement, j'ai du recul sur les choses, mais là, j'en vois pas beaucoup. Bon, après, ceci dit, c'est bien, parce que, genre, ce sera... Même si on ramène le ravitaillement et qu'il y a des centaines de litres de carburant, milliers de litres de carburant consommés en plus sur un week-end, ça reviendra moins cher que la compte sa mère de moteur hybride qui coûte 160 millions par an à une équipe, et encore, ça, c'est que le budget auquel ils ont droit, tous les frais qui sont déduits dans les programmes hypercar, on les voit pas. Mais du coup, moi, ma question, c'est les coûts de frais supplémentaires, c'est les équipes qui les payent ? Ou c'est les motoristes? Parce que là, du coup, on est en tête en train de demander à Haas de payer plus cher pour une saison que maintenant. Parce que c'était pas vraiment leur dos, les moteurs. Ils payaient les moteurs tels qu'ils étaient, les moteurs qui vont sûrement être moins chers, du coup. Mais ce qu'ils s'y retrouvent, eux. Après, je sais que généralement, les motoristes font confiance qu'à un seul fournisseur pour leur essence. Donc, est-ce que à ce moment-là, c'est quand même eux qui payent l'essence et c'est inclus dans les frais de moteur à je sais pas comment ça marche. Il y a un comptable qui travaille chez Haas ou Aston Martin. Parce que j'aimerais bien savoir. On va retrouver des voitures qui poussent leur mère en qualif, et ça, c'est peut-être la plus belle chose à retenir de cette histoire si c'est tangible et réel. Peut-être de temps en temps aussi un exploit ça et là sur un malentendu où il y a une équipe de midfield qui fait une dinguerie stratégique qui marche avec une safety car ou une VSC. Mais, à mon humble avis, si on part là-dessus, il va y avoir 1 an, 2 ans où il y aura plein de variations stratégiques qui vont être mises en place. Et après ces 2 ans-là, les équipes pourront trouver les 2 ou 3 variations stratégiques qui marchent sur un week-end. On va peut-être recommencer à se faire chier d'ici là. Sauf peut-être si la FIA sort un truc de son chapeau, style il y a un nombre d'arrêts mandatoires qui diffère de course en course et les équipes sont mises au courant après les qualifs. Là peut-être on est sur un bon bail. Parce que du coup, ça empêche les équipes de se reposer sur les datas qu'elles ont en simulation et elles savent pas vraiment quoi faire comme simulation en essai libre. Et généralement, les courses avec beaucoup de fun, en tout cas qu'on a eu au début de cette réglementation sprint là, c'était les courses où il y avait le plus d'inconnus justement. Bon, et puis après, ils ont tout ruiné en faisant du sprint son propre micro-event sur une journée et ça... Ou alors, entendez-moi bien, on arrête de se bourrer le mou, de vouloir que ce soit excitant 100% du temps, on accepte qu'il y aura des courses chiantes, que le sport a toujours été comme ça, que même en WEC ou en ELMS, il y a des courses qui sont vachement moins cool que d'autres, même si bon, en WEC et en ELMS, il y a le trafic souvent qui vient foutre le bordel et du coup c'est toujours un peu plus marrant, mais genre en IndyCar, il y a des courses où on se fait chier, et il y a des courses où c'est génial. Peut-être qu'il faut qu'on admette qu'en Formule 1, c'est pareil. Il y a des étapes du Tour de France où c'est nul, il y a des matchs de Champions League où il y a 0-0, aucune action. Si on n'est pas à l'abri d'un miracle, peut-être que si on garde une aéro similaire à celle qu'on a maintenant, qu'on a des V8 tout légers, avec des voitures qui font fiou, le développement est toujours capé de manière intelligente sans la duo bande de cons, et qu'on arrête de changer les putains de règlements à la minute où ça devient intéressant, peut-être que le fight va s'inviter de lui-même après une ère de dominance pour XY équipe. Qui a raison? Est-ce que j'ai bu trop de caféine aujourd'hui? Et
Vais-je sortir cette vidéo avant de partir pour la Japan? Tant de questions auxquelles j'ai pas de réponse. Si vous êtes à la Japan Expo et que cette vidéo est sortie avant, genre vendredi, n'hésitez pas à venir me voir, je serai très certainement au niveau du stand Oli Energy. Suivez-moi partout sauf dans la rue, on est sur Twitch, Twitter, Instagram. Twitch, on se remet dans le bain doucement parce que c'est vrai que l'énergie n'est pas forcément tout le temps présente. Mais merci à vous d'avoir été là. Mercredi dernier, où on a stream avec Francky, Francky Stein, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description, parce que c'était son premier stream, que c'est quelqu'un que je vous vends depuis quand même un bout de temps. En fait, je vous vends le collectif depuis un bout de temps, mais personne se bouge le cul. Enfin, ça commence à bouger peu à peu. Donc merci d'avoir été présent, que ce soit de sa part ou de ma part, vous avez fait très très plaisir. On se retrouve du coup sur les interwebs ou à la Japan Expo, suivez-moi partout sauf dans la rue. Bref, c'était Clippy la Clip. Bisous. Got